Il fut le deuxième président du Gabon qu'il a dirigé de 1967 à 2009. Pendant 5 décennies, Omar Bongo Ondimba aura été un des acteurs majeurs de la scène politique africaine. 11 ans après sa disparition, si le Parti démocratique gabonais qu'il a fondé a volé en éclats, ses fidèles gardent de lui l'image d'un panafricaniste dont la voix manque aujourd'hui. En ligne d'Abidjan, Laure Gondjou, bonjour. Bonjour Denise Côté. Pendant un quart de siècle, vous avez été l'assistante d'Omar Bongo Ondimba, que vous avez accompagné ou représenté aux 4 coins du monde. 11 ans après sa disparition, vous lui consacrez un livre. Qu'avez-vous appris à ses côtés? Je vous remercie de me donner l'occasion de parler un peu de l'ouvrage que je consacre à mes parents et au président Omar Bongo Ondimba et à d'autres illustres fils d'Afrique. J'ai été, comme vous l'avez dit, pendant 25 ans durant la collaboratrice du président Omar Bongo Ondimba. Ce que j'ai retenu essentiellement de lui, c'est sa capacité à bien gérer les hommes dans la paix et dans le respect des différences. Ce que j'ai appris de lui également, c'est que la valeur pays, la valeur patriotisme primait sur toutes les autres valeurs. L'histoire du Gabon se confond à celle d'Omar Bongo Ondimba, qui aujourd'hui, à vos yeux, est le garant de son héritage. Il est difficile de répondre à une telle question en citant des noms. Ce que je peux dire, c'est que le président Omar Bongo nous a légué un héritage suffisamment lourd. Pendant 42 ans, il a, il a réalisé certains projets de développement. Il a réussi à maintenir le Gabon stable parce qu'il avait pour souci la cohésion sociale. Maintenant, qui peut incarner? Il y a trop d'héritiers. Il y a trop d'héritiers et malheureusement, ces héritiers ne convergent pas vers le même objectif. Je ne peux pas citer des noms comme ça. C'est très difficile à faire. Alors, votre carrière politique, car après avoir été l'assistante d'Omar Bongo, vous avez été ministre plusieurs fois, vous avez été médiateur de la République. Votre carrière politique n'a-t-elle pas pâti de cette proximité avec Omar Bongo Ondimba, car elle vous a valu plusieurs inimitiés, en interne comme à l'extérieur? C'est certain, c'est certain. Je n'étais pas dupe de la méfiance et de la jalousie que suscitait ma proximité avec le président Bongo. Moi, ce qui importait pour moi, c'était ma loyauté et le capital confiance qu'il avait investi en moi. Et en écrivant cet ouvrage, j'ai voulu euh, restaurer sa philosophie politique, son idéologie et rappeler aux uns et aux autres que nous ne pourrons pas construire notre pays si nous ne nous parlons pas, s'il n'y a pas de dialogue entre les uns et les autres, dans le respect des différences. En vous écoutant, on peut donc en déduire que le Gabon va mal. Non, je ne peux pas dire que le Gabon va mal. Simplement, je déplore l'absence de dialogue entre les hommes qui ont appartenu à un même sérail. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui, en écrivant cet ouvrage, que je fais ce constat d'absence de dialogue. En 2016, il vous souviendra que j'avais lancé un appel à toute la classe politique pour se retrouver autour d'une table afin de parler du Gabon, parler de l'avenir du Gabon. Dans le respect des différences, le dialogue peut exister. Il y a trop d'exemples à travers le monde qui me font dire que la paix est une impérieuse nécessité pour l'avenir de notre pays. Panafricaniste, médiateur, quel est à vos yeux le plus grand succès politique d'Omar Bongo Ondimba? Les succès diplomatiques du président Bongo Ondimba sont nombreux. Je peux parler par exemple du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, où le président a été médiateur, facilitateur pendant les nombreuses crises qui ont déchiré ce pays frère et voisin. Le président Bongo, d'abord, c'était un Bantou, un Gabonais, un Africain, épris de paix et de dialogue. Ensuite, je viendrai sur le cas de la Centrafrique. Malheureusement, là, je ne peux pas parler
d'échec, je dirais que c'était un demi-succès. Et je vous rappellerai son cri de cœur en langue sango lorsqu'il voulait faire pour convaincre les Centrafricains et les Centrafricaines de la nécessité de se parler et de faire la paix. Je prendrai peut-être aussi le cas de la libération du président Nelson Mandela, pour lequel il a œuvré aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un succès diplomatique et d'ailleurs le président Nelson Mandela lui avait réservé sa première visite officielle à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Je pourrais citer le Burundi et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, j'ai été le point focal du président Bongo dans la crise ivoirienne. J'ai pu à ce titre rencontrer les principaux dirigeants politiques de la Côte d'Ivoire. Le président Bongo agissait parce que c'était le filleul politique du Houphouët-Boigny et qu'il avait de la peine à voir comment les uns et les autres ne pouvaient pas poursuivre cette politique de paix, de dialogue et de tolérance en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres cas également en Namibie et en Angola. En Angola également. Le président Bongo s'est investi et il a même créé le club de Franceville avec les différents dirigeants politiques de ce pays et avec succès. J'insisterai un peu sur la Côte d'Ivoire. Oui. À l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny avait recommandé à Omar Bongo Ondimba de veiller sur Alassane Ouattara. Qu'aurait dit aujourd'hui Omar Bongo Ondimba face à la situation que vit la Côte d'Ivoire à cette veille électorale? Alors, vous me donnez là l'occasion de replacer dans un contexte historique l'engagement que le président Omar Bongo Ondimba avait pris auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny avait demandé au président, et ce que je vous dis là se passe à Yamoussoukro, en cas d'absence, parce qu'il ne savait pas quand Dieu le rappellerait, et il espérait que le président Bongo lui suivrait, de protéger et de soutenir Alassane Ouattara, en qui il avait détecté un destin utile pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et le président Bongo a respecté ce destin, cet engagement-là. Monsieur Alassane Ouattara, quand le président Félix Houphouët-Boigny fait jurer le président Omar Bongo Ondimba, est Premier ministre. Potentiel président de la République, mais Premier ministre, donc il n'est pas président de la République. Quand le président Bongo reçoit ou fait exfiltrer M. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour sa survie, M. Alassane Ouattara n'est pas président de la République. J'ai eu un pincement de cœur en constatant l'absence de M. Bongo Ondimba à Yamoussoukro lors de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Mais je vous dis, le président Bongo est présent, il est spirituellement avec nous et je suis sûr qu'il continue à l'accompagner. Maintenant, bien évidemment, s'il avait été présent, je pense qu'il aurait pris son bâton de pèlerin et serait venu ici à Abidjan pour réunir les uns et les autres et leur rappeler la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Je prie pour la paix dans ce pays et je fais confiance aux uns et aux autres. À un moment donné, il y aura un sursaut qui fera que la Côte d'Ivoire va dépasser les égaux. L'image d'Omar Bongo est également, l'organdjou, indissociable de la relation franco-africaine. Qu'aurait-il pensé de cette relation aujourd'hui? La relation. Écoutez, le président Bongo avait des atouts pour se faire respecter en France. Le président Bongo avait des relations respectueuses avec tous les dirigeants français, des relations privilégiées avec deux chefs d'État en particulier, le président Chirac et le président Sarkozy. Il manque aujourd'hui à sa voix, à son autorité pour
infléchir comment dirais-je, les relations, la qualité des relations que nous avons, que l'Afrique et la France entretiennent aujourd'hui. Bon, maintenant, je pense qu'il aurait agi pour recadrer certaines situations. Vous êtes de fait exilé en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Je rappelais que vous avez été médiateur au Gabon. Quel regard le médiateur que vous avez été porte sur la situation politique du Gabon depuis 4 ans? Je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas en exil, parce que l'exil suppose que j'ai été contrainte de quitter mon pays. Ce n'est pas le cas. J'ai simplement décidé de prendre du recul pour observer à partir d'un pays qui est peu distant géographiquement du Gabon et qui a connu également une situation de crise, observer donc la situation de mon pays, voir ce que les uns et les autres, celles et ceux qui sont en commande, veulent faire du pays. J'ai lancé un appel en 2016, j'ai lancé un appel en 2017, et je suis sûr que aujourd'hui, en m'exprimant sur TV5 Monde Afrique, mon appel, mon cri de cœur du dialogue sera entendu. Malheureusement, j'ai l'impression que certains pensent qu'à eux seuls, ils sont le Gabon, et d'autres pensent qu'à eux seuls, ils sont l'alternative de ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Ça ne peut pas durer. Cette absence de dialogue est contre-productive pour l'avenir du Gabon. Laure Gangonju, une dernière question. Oui. Pensez-vous à une carrière politique? Non, mon ambition aujourd'hui, c'est de mettre mon expérience au service de l'Afrique. D'ailleurs, j'ai annoncé la création d'une académie au Bongo pour la paix et qui aura plusieurs missions, notamment la prévention des conflits, la gestion, la résolution de conflits, la formation aussi en matière de médiation. Une carrière politique, ce que j'ai comme expérience me suffit largement pour l'instant. Laure Gangonju, merci. Je vous remercie.